journal à 72 heures du réveillon de Noël, les articles et accessoires liés aux fêtes de fin d'année attendent désespérément preneurs dans les villes de Bafoussam et Konsamba. C'est une ambiance morose que déplorent des commerçants et dans de nombreux ménages, l'on peine à satisfaire les besoins des enfants à l'approche des fêtes de fin d'année. Illustration à suivre en ouverture de ce journal. Un regain d'insécurité en Centrafrique impacte sur le corridor Douala-Bangui. De nombreux transporteurs routiers sont bloqués à la frontière, notamment à Garoua-Boulaye, du fait des exactions menées par des groupes armés rebelles. Pendant ce temps, il y a une mobilisation des forces rwandaises et russes aux côtés de l'armée centrafricaine dans le but de mettre fin à ces manœuvres de déstabilisation. Mais ce dispositif sécuritaire peut-il tenir jusqu'à l'élection présidentielle prévue le dimanche 27 décembre 2020? Élément de réponse dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Nous sommes à quelques jours du réveillon de Noël et des commerçants sont désespérés, anxieux. Ils peinent à voir des clients franchir la porte de leur commerce afin d'être intéressés par les accessoires et autres articles liés aux fêtes de fin d'année. Ambiance morose qui inquiète les commerçants dans de nombreuses familles. L'on déplore l'insuffisance des moyens financiers pour satisfaire à la fois les besoins des enfants en termes d'habillement et également en termes de nutrition pour les fêtes de fin d'année. Évocation avec le clerc Sakem. Noël est aux portes, mais l'année 2020 semble toute particulière au sein des populations de la région de l'Ouest Cameroun. Pas suffisamment nantis pour accueillir la naissance de l'enfant Jésus. On ne sait même pas si la fête... Moi, j'ai même l'impression qu'avec le temps, on ne doit même plus parler de décembre parce qu'on ne vend pas, on vient seulement sécher les marchandises au soleil. La poussière vient gâter même, on ne sait même pas à qui on va encore vendre après, parce qu'on mis de ça, ça vieillit. Le tempérament, il se fait ressentir dans les marchés, vendeurs et consommateurs sont aux abois. On attend encore les clients, mais ça tarde un peu. Bon, par rapport à l'année passée, ce moment-là, il y avait un peu... Ça passait, mais le moment-ci, là, on attend, on ne sait pas si ça va aller ou pas, mais on attend, on patiente. Ça, c'est un faux d'exemple, moi, je dois dire vrai. Oui, parce que à tous les commerçants, oui, moi je dois conseiller tous les commerçants que n'investissez pas. Oui, n'investissez pas. Parce que le tout c'est le danger. Regardez comment notre marché c'est vide. On ne ressent pas qu'il y a une fête. Oui, ça veut dire qu'après même 3 fêtes, ça va même disparaître. On dirait même que c'est le dernier décembre ici. Sur la clientèle, les moyens financiers ne sont pas au rendez-vous, dit-on. Pourtant, il faut survenir aux besoins de l'heure. J'étais de passage, j'ai pensé à mon petit-neveu avec qui je suis à la maison. Ça m'a intéressé, raison pour laquelle je m'arrête pour regarder s'il y a quelque chose pour lui. Puisque c'est la fête de Noël, il faut offrir les cadeaux aux enfants. C'est pas facile, mais il faut quand même, c'est un enfant. Un enfant ne peut pas comprendre que vraiment quand vous n'avez pas l'argent, c'est pour dire que vous n'en avez pas. Mais l'enfant, ce qu'il faut le satisfaire, quoi qu'il en soit. D'aucuns évoquent le manque d'emploi et la fourchette salariale qui n'aide pas le citoyen moyen d'être à l'abri du besoin. Ça ne va vraiment pas. Et vous voyez un peu, j'étais à faire depuis un bon bout de temps, on travaille, il n'y a pas l'argent. On aimerait vraiment que nos dirigeants puissent intervenir par rapport à ça. Vous voyez un peu. Il y a vraiment tellement de l'État, il faudrait qu'ils interviennent vraiment. On travaille comme il se doit, mais on ne trouve vraiment pas le salaire comme il le faut. Et on se bat juste, on se contente juste du peu qu'on a. Vraiment, c'est insuffisant quoi. S'il est une chose dont on est sûr, c'est que Noël aura lieu. Qu'est-ce qu'il faut garder pour les enfants? D'où le choix des jouets à mettre à la disposition de ceux-ci. Je souhaitais acheter un cellulaire ou bien une guitare qui parle d'un message qui est intuitif pour l'enfant, puisque son âge est un peu avancé, il ne doit pas parler des choses au hasard. Il faut quelque chose qui va l'instruire, qui va lui faire tirer une leçon.
Cette ambiance morose est également observée en Konsamba dans le département du Mungo, malgré la présence de nombreux articles liés à la fête de Noël et les fêtes de fin d'année. Très peu de Camerounais sont intéressés faute de moyens financiers et même la ville de Konsamba est loin d'être parée aux couleurs des fêtes de Noël. C'est le constat que font Cyril Ndjemba et Isabelle Carole Zoupet et Nadine Nyambo dans ce reportage. Konsamba aux couleurs des fêtes de fin d'année. Des guirlandes, jeux de lumière et autres accessoires sont installés dans certains grands carrefours du chef-lieu du département du Mungo. Cette initiative de la mairie de Konsamba 2e, première du genre, illumine les cœurs des populations. Que je vois les guirlandes un peu de gauche à droite, aller à 2 kilos au niveau de l'hôpital, ça m'a tellement intéressé. Vraiment, je suis trop fier de ça. Au-delà de la décoration de la ville, la réhabilitation de l'éclairage public dans certains quartiers obscurs est saluée par les populations qui, selon elles, va permettre de diminuer le phénomène d'agression et d'insécurité récurrent en cette période. Et par rapport à la sécurité du quartier, sans l'éclairage public, il n'y a pas de sécurité. Mais il faut l'éclairage pour, n'est-ce pas, argumenter et faire que les jeunes, même quand ils sont là, ils soient capables de voir à distance les agressions aussi auront peur d'arriver. Dans les espaces marchands, les magasins s'animent, les comptoirs sont bien achalandés, les commerçants proposent divers articles, mais les clients se font rares. Il y a les barrettes lumineuses, il y a les chapeaux papanoués de toutes sortes de variétés. Il y a les ordinateurs pour apprendre les enfants à partir de 3 ans. Il y a aussi les petits voitures à robots. À la veille de Noël, l'ambiance est plutôt morose ici à Konsamba. Plusieurs parents n'ont pas le cœur à la fête. Ils évoquent le manque de moyens financiers liés à la pandémie de coronavirus. Du coup, plusieurs d'entre eux peinent à satisfaire leur progéniture. Contrairement à la ville de Konsamba où certains arrondissements ont été illuminés aux couleurs des fêtes de fin d'année, dans le Coupé Manengouba, dans le sud-ouest, c'est plutôt le renforcement du dispositif sécuritaire à l'entrée du département afin de passer tous les usagers au peigne fin pour éviter une escalade de violences meurtrières durant la fête de Noël et le réveillon de fin d'année. Des précisions avec Jacques Molon et Isabelle Carole Zoupet. Usagers identifiés et fouilles systématiques de bagages et véhicules par les forces de maintien de l'ordre. Nous sommes dans le Coupé Manengouba, dans la région du sud-ouest. En cette veille de fête de fin d'année, le dispositif sécuritaire a été renforcé dans cette zone en crise pour permettre aux habitants de vaquer paisiblement à leurs occupations. Que ce soit à Tambel, Nguti ou Mbangem, les autorités sont sur le terrain pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Nous avons renforcé les patrouilles motorisées et pédestres. Nous avons renforcé les contrôles à nos checkpoints habituels, permettant à nos populations, à toutes les populations du département du Coupé Manengouba, de passer les fêtes de fin d'année dans des conditions optimale de sécurité. Cette situation sécuritaire sous contrôle réconforte les populations qui avouent ne plus vivre la peur au ventre, mais continuent tout de même de subir l'impact de la crise anglophone, notamment sur le plan économique. Le manque de moyens financiers est un véritable casse-tête pour les parents qui peinent à s'occuper de leur famille et à leur apporter le minimum pour ces fêtes de fin d'année. Avant, il n'y avait pas la paix. On était dans la peur. Parce qu'à tout moment, il y avait des coups de fusil. On ne voyait même pas les gens au marché. Mais maintenant, il y a plein de monde au marché. Nous serons quand même fiers parce qu'il y a la paix. Même si les enfants ne portent pas les habits, comme on va bien fêter, il n'y a pas de problème. Même si la situation sécuritaire semble être maîtrisée dans ce département, pour les populations du Coupé Manengouba, le retour à la paix dans les 2 régions anglophones en crise reste vivement attendu.
Dans le reste de l'actualité, un pont long de 400 mètres relie désormais les arrondissements de Batienga et Ntui. C'est une infrastructure qui doit réduire les difficultés de mobilité dans ces localités où les travaux de la route Batienga-Ntui sont achevés. Le constat est fait par nos reporters Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Une vingtaine de kilomètres seulement, c'est pas Batienga d'Ntui. Pourtant, il fallait trimer pour aller d'un bout à l'autre des deux arrondissements. Non seulement le mauvais état de la route était une préoccupation, mais il fallait en plus supporter la traversée du fleuve Sanaga et les infidélités du bac. Avec le bac, c'était pas évident. Il y avait des journées, vous arrivez là, vous trouvez que le bac est de l'autre côté, vous attendez là pendant 1 heure ou 2 heures de temps. Moi particulièrement, je n'avais jamais emprunté une pirogue. Un jour, je suis arrivé là, je suis passé, nous étions de l'autre côté. Au retour, on nous dit que le bac est en panne. On était obligé de garer et emprunter la pirogue. Je vous assure, j'ai fait des prières avant de monter. Tout ceci n'est plus qu'un lointain souvenir, puisque le gouvernement a fait d'une pierre 2 coups, en construisant non seulement le pont qui relie les arrondissements de Batienga et de Ntui, mais également la route longue de 21 km qui constitue le lot 1 de la nationale numéro 15, Batienga-Ntui Yoko Lena Tibati. Voici le point de contact entre les départements de la Lekie et du Bamekim. C'est un pont de 400 mètres qui permet désormais de relier 2 villes, Batienga et Ntui, mettant un terme aux tracasseries d'il y a encore quelques mois. On a encore en souvenir les tristes épisodes vécus au bord de l'eau, le bac qui très souvent tombait en panne. Ce n'était pas du tout évident pour les usagers. Depuis que ça passe, les populations sont soulagées. Les mouvements se font d'une rive à l'autre sans problème et à tout moment, de jour comme de nuit, on peut aller à Ntui. Ceux de Ntui peuvent venir à Batienga sans problème, sans difficulté. Et ça également pour effet de booster l'activité économique. Ce qu'il faudra penser à faire à l'avenir, au niveau de Batienga surtout, c'est de multiplier les infrastructures hôtelières. La traversée du pont à pied a permis au ministre des Travaux publics et sa suite de toucher du doigt la qualité des travaux qui ont été réalisés par le groupement Razelbec, Razel Cameroun. Je suis très satisfait de la qualité du travail réalisé, de la mobilisation des populations bénéficiaires. Je suis très satisfait de l'expertise, du professionnalisme de l'entreprise des travaux ainsi que des missions de contrôle. Je suis très satisfait de ce que le chef de l'État ait cru devoir doter notre pays de ces belles infrastructures. Outre la route et le pont, le projet a également fait la part belle aux aménagements connexes. Ainsi, un centre multifonctionnel des jeunes et un coin marchand ont été construits à Batienga. Le lycée local, qui avait subi les affres d'un violent orage, a été entièrement réhabilité. Tout comme les voiries des villes de Batienga et de Ntui ont reçu une attention particulière. 4600 km de voirie à Batienga, 6150 mètres de voirie à Ntui, avec une traversée urbaine de 2 fois 2 voies sur un linéaire d'1 km de 150. Enfin, diverses constructions de base à caractère social, éducatif ou tout simplement économique, destinées à améliorer la qualité des vies et à impulser la production des populations des localités traversées par les travaux. Le vœu des usagers et des populations riveraines est de voir les autres tronçons de la nationale numéro 15 connaître un coup d'accélérateur, notamment le tronçon Tumankim, afin qu'il soit aisé dans un bref avenir de partir de Yaoundé dans le centre pour Tibati dans la Damawa, et ce en peu de temps. Sur cette route nationale numéro 15, le ministre des Travaux publics reconnaît qu'il y a un énorme retard dans la construction de l'axe Ntui-Mankim, long d'environ 102 km. Emmanuel Nganou-Djumesi explique les raisons de ce retard et annonce la reprise imminente des travaux. Je vous invite à l'écouter. Les travaux des lots 5 et 6, Lena Sembi, Tibati, GAD seront achevés au premier trimestre 2021. Les travaux du lot 4, Yoko Lena, sont achevés. Ce lot sera inauguré dans les tout prochains jours. Les travaux du lot 3, Mankim Yoko, connaissent un taux d'exécution de 40%. Je voudrais solennellement faire observer à l'entreprise que c'est insuffisant. Pour le lot 2, qui a suscité les préoccupations, le processus de sélection de l'entreprise est en cours d'examen.
Je rappelle que pour aller vite, ce lot 2 a été éclaté en deux et s'appelle désormais lot 2A et lot 2B. Les travaux de sélection de l'attributaire devraient s'achever très prochainement pour que, enfin, les travaux de construction reprennent entre Tui-Djolé, lot 2A, et Djolé-Manking, lot 2B. Ils sont des centaines de milliers de Camerounais qui souffrent de la cataracte. La situation est encore plus grave dans le département du Mayoré et le BIR, le bataillon d'intervention rapide, a décidé de soulager les populations en lançant une opération d'intervention chirurgicale. Ils sont près d'une trentaine de Camerounais, des malades ayant bénéficié de cette initiative mise en place par le bataillon d'intervention rapide dans le département du Mayoré. Des précisions avec Olivier Tsefo et Julienne Berthe-Bissaye. Parmi les pathologies de la vue affectant la population camerounaise, la cataracte à elle seule représente 50% de causes de cécité chez les 180 000 malades enregistrés dans les fichiers du ministère de la Santé publique et l'Organisation mondiale de la santé. Au Cameroun, la cataracte n'épargne aucune partie du pays. Le Septentrion en est tout aussi bien affecté à l'instar du département du Mayoré. Les populations de ces 4 arrondissements en souffrent énormément. Au courant de cette campagne Beer Against Blindness lancée par le bataillon d'intervention rapide, les malades venant de Toubouro, Tcholiré, Rebouba et Mandiring sont consultés, opérés de la cataracte et soignés d'autres infections de la vue. 350 malades ont été reçus hier et sur les 350, 33 ont bénéficié de chirurgie de la cataracte. Ce matin, ceux-là qui ont eu cette opportunité-là de bénéficier, ce privilège de bénéficier de cette chirurgie, sont capables de voir à nouveau. Étalée sur plusieurs jours, cette campagne de soins a permis à des dizaines de patients de recouvrer leur vue ou l'avoir améliorée, comme l'affirment des personnes guéries. Parce que maintenant, je vois bien clair même. Maintenant, comme on a ouvert, je vous vois bien. Avec l'habillement que vous avez porté, je peux dire telle couleur, telle couleur. Avant, je ne voyais même pas rien, je ne voyais rien. Maintenant, je vois très clair le travail. Je félicite le BIR de nous venir soigner. Je leur souhaite longue vie et bonheur. Ça fait déjà 5 ans que je ne vois pas les gosses là. Quand on a eu la chance, l'État est venu nous aider gratuit. C'est là qu'on a la joie. Pour ce soulagement apporté aux populations de tout le Grand Lamida de Rebouba, le représentant du Lamido, Bouba Bakari Abdoulaye, salue à deux mains ce geste de cœur de cette unité d'élite de l'armée camerounaise. La population de Mayoré, en général, vous disent merci à l'initiative de BIR. Vraiment, nous saluons leur initiative et c'est une bonne chose. Nous leur demandons de continuer de faire davantage. Sur cet invite à toujours voler au secours des populations, le bataillon d'intervention rapide inscrit cette action civilo-militaire dans l'accomplissement du concept armée et nation. Cette opération comme ça vient également intégrer la population dans notre combat, leur rappeler que nous sommes ensemble et que nous comptons sur elle, que nous sommes auprès d'elle dans la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes. En dépit de cette action humanitaire du BIR pour soulager les souffrances des populations du Mayoré et bien d'autres localités du pays, la bataille est loin d'être gagnée contre la cataracte et toutes les autres maladies de la vue qui ont déjà fait près de 540 000 malvoyants à travers le pays. Comment faire de nos universités de véritables centres de technopoles de référence en Afrique? Pour le cas de l'université de Yaoundé 2, qui souhaite être un technopôle de sciences sociales de référence, il faut près de 152 milliards de francs CFA pour réformer cette institution universitaire. Mais les caisses de l'État ne peuvent pas à elles tout seules financer de telles réformes. D'où viendra l'argent? Comment pouvoir résoudre l'inadéquation entre les formations universitaires et l'accès à l'emploi et le développement du Cameroun? Élément de réponse avec Rodin Gassi et Marcelin Gansap.
27 ans après sa création, il était temps que l'université de Yaoundé 2 fasse sa mue et se projette vers l'avenir en tenant compte des défis de l'heure. Vous voyez, on ne gère plus le droit, les métiers de droit comme on les gérait avant. Et pour ça, il faut faire une révolution de l'enseignement, de la formation qu'on va donner aux étudiants pour que ces étudiants soient directement opérationnels et répondent aux déshydratats du secteur à la fois privé et public. Parce que c'est le droit qui irrigue les activités de la vie économique et politique d'un pays. Partout on les trouve, c'est comme le sang qui circule dans la veine. Cette ambition repose sur un plan stratégique de développement qui couvre la période 2021-2025. L'université de Yaoundé 2 a du potentiel pour maintenir sa position de technopole des sciences sociales en Afrique. Un fort potentiel foncier de 312 hectares totalement disponible, sécurisé juridiquement et physiquement. Un fort potentiel humain composé de 38 000 étudiants en moyenne depuis 10 ans, 583 enseignants-chercheurs et 430 personnels administratifs en activité et régulièrement présents. Partant de ce potentiel, nous avons défini depuis notre prise de fonction en qualité de recteur de cette université la vision de la transformer en technopole de sciences sociales. La technopole de sciences sociales se décline à travers les 3 missions de l'université, à savoir la mission d'enseignement, la mission de recherche et naturellement la mission d'appui au développement. La planification stratégique envisagée nécessite un effort financier de l'ordre de 154 milliards de francs CFA. Du lourd pour porter les axes de développement qui ont été retenus. C'est une université dont j'ai félicité le recteur pour cette vision futuriste et courageuse. Certes, on peut estimer que la soutenabilité financière est relativement élevée, mais il faut avoir de l'ambition. Et dès qu'on a de l'ambition, une ambition saine, pas une ambition démesurée, une ambition saine, on se donne les moyens de réaliser cette ambition dans un futur relativement proche. Et de toutes les façons, le ministère de l'Enseignement supérieur et le gouvernement de la République en général sont disposés à l'accompagner de manière efficiente et constante dans la réalisation de ce très beau rêve qu'est l'université de Yaoundé 2 du futur. 5 ans pour donner un visage nouveau et une dimension nouvelle à l'université de Yaoundé 2. Tel est le défi suprême que se fixe le plan stratégique de développement en attente de validation définitive, laquelle ouvrira la voie à son implémentation effective. Dans l'escale internationale, c'est un renforcement du contrôle à la frontière avec la République centrafricaine, notamment un renforcement du contrôle sécuritaire au niveau du Cameroun. Pour autant, ils sont nombreux des transporteurs routiers bloqués à la ville frontalière de Garaboulaye, redoutant les exactions des groupes armés rebelles en Centrafrique, là où des affrontements ont continué à être enregistrés à l'intérieur du pays. Le gouvernement centrafricain a annoncé l'arrivée des troupes russes et rwandaises en renfort aux côtés de l'armée centrafricaine pour repousser les rebelles. Bangui est certes sécurisé, mais ce dispositif va-t-il tenir jusqu'aux élections prévues le 27 décembre 2020? On fait le point avec Cédric Chouna et Eric Fopoussi. Les partenaires internationaux de la Centrafrique réunis dans le G5+, appellent François Bozizé et les groupes armés engagés dans l'offensive en cours dans le pays à déposer les armes. C'était dimanche 20 décembre 2020 dans un communiqué conjoint signé par la France, la Russie, les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine, la CEAC, l'ONU et la Banque mondiale. C'est la première fois que François Bozizé est explicitement accusé par les partenaires de la Centrafrique d'être responsable de l'offensive en cours, ainsi que des groupes armés alliés dont les noms ne sont pas cités. Les signataires du communiqué évoquent des manœuvres destinées à engager le pays vers une nouvelle transition politique, un scénario qu'ils rejettent. Les élections doivent se tenir le 27 décembre, écrivent les signataires, alors que dimanche, la coalition de l'opposition à laquelle appartient François Bozizé a exigé leur report compte tenu de l'insécurité ainsi que l'ouverture de la concertation
population. Le climat est toujours aussi précaire en Centrafrique. Globalement, sur la route principale du pays, la situation est plus calme. Les groupes armés sont moins visibles dans les localités, mais restent présents. Des sources sécuritaires n'excluent pas qu'ils s'éloignent des grands axes pour poursuivre leur progression à travers la brousse. Une présence inhabituelle d'hommes en armes est aussi signalée à Baboua, au nord-ouest tout près de la frontière camerounaise. Plusieurs autorités craignent qu'ils ne coupent l'axe de ravitaillement de la capitale dans une stratégie de blocus à distance. De part et d'autre, chacun consolide ses positions selon une source militaire. Côté gouvernement, des renforts sont encore arrivés de Russie dimanche. Plusieurs avions avec à bord des hommes et du matériel. Le Rwanda a aussi envoyé des troupes en cours de déploiement. Kigali dit agir en vertu d'un accord bilatéral avec la Centrafrique. Et en Côte d'Ivoire, le gouvernement annonce qu'il a renoué le fil du dialogue avec les partis politiques, la société civile, reprise qui a enregistré la présence des principaux partis de l'opposition. L'annonce est faite par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui note que cette ouverture du dialogue politique porte entre autres sur la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire, a annoncé Ahmed Bakayoko sur son compte Facebook officiel. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, à quelques jours, vous avez dit à 72 heures de la célébration de la fête de la Nativité, les boutiques achalandées cherchent désespérément preneurs. C'est le constat qui a été fait à Bafoussam, en Konsamba et dans le coupé Manengouba, c'est dans le sud-ouest. De nombreuses familles peinent à avoir des moyens conséquents pour offrir à leurs enfants des jouets, pour aménager l'espace familial aux couleurs de Noël. La crise sanitaire a impacté sur les revenus de nombreuses familles. De nombreux parents ont perdu leur emploi, d'autres ont vu leurs revenus s'amenuiser au fil de ces derniers mois et sans véritable soutien de la part des autorités et des pouvoirs publics, ils ont du mal à pouvoir offrir à leurs enfants une fin d'année en couleur. Certains comptent néanmoins essayer, tant bien que mal, d'offrir au moins un repas spécial durant le réveillon de Noël. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Dans un instant, la suite, Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, celle des briefs du journal, toujours en compagnie du docteur Marie Baga, Pierre-Emmanuel Bignam, Moïse-Xavier Vendor et Alain Djipou. Alain Djipou, une fois de plus, je commence par vous. Cette situation